Tout commence en 2012-2013 avec l'affaire Cahuzac. Jérôme Cahuzac est alors ministre délégué du budget et Mediapart révèle qu'il a un compte caché à l'étranger. Le ministre réfute l'accusation et le fait savoir, notamment à l'Assemblée nationale et sur BFM TV. Écoutez. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Je dément donc ces accusations et j'ai saisi la justice d'une plainte en diffamation car ça n'est que devant la justice, hélas, que les accusateurs doivent prouver la réalité des allégations qu'ils avancent. Les yeux dans les yeux. Est-ce que vous avez eu un compte en Suisse ou pas? Je n'ai jamais eu de compte en Suisse, Jean-Jacques Bourdin. Et la à réponse, aucun moment. Et la réponse, à aucun moment. À aucun moment. Et la réponse apportée aux autorités françaises par la Suisse permettra, je l'espère, et très vite, et le plus vite serait le mieux, d'en finir avec ces saletés. Voilà pour ces deux extraits passés à la postérité grâce à cette affaire. Jérôme Cahuzac a finalement reconnu les faits et il a été condamné. Cette affaire a lancé un vrai discrédit sur la probité de la vie politique. Comment faire confiance aux politiques pour diriger le pays alors qu'eux-mêmes s'affranchissent de la loi? Le président de la République François Hollande lance alors un travail pour améliorer la transparence de la vie publique. Cela aboutit le 11 octobre 2013, 6 mois après que Jérôme Cahuzac a avoué. C'est la loi relative à la transparence de la vie publique. Cette loi crée la HATVP, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. C'est une autorité administrative indépendante dont le but est de faire respecter les règles déontologiques pour éviter les conflits d'intérêts, mais aussi pour promouvoir les bonnes pratiques éthiques. Très clairement, la HATVP contrôle deux choses, le patrimoine et les intérêts. Quand on parle du patrimoine, ce sont les biens immobiliers, l'argent, les revenus. Elle contrôle notamment les feuilles d'impôts pour être certain que les personnes en question soient à jour de tous leurs impôts sans fraude, par exemple. Et pour les intérêts, c'est justement pour éviter les conflits d'intérêts. Est-ce que les intérêts d'un ancien métier pourraient entrer en collision avec l'intérêt général, par exemple ? Mais aussi les conflits d'intérêts avec l'emploi de son conjoint, oui, ça compte aussi. Cette autorité a également son mot à dire sur les mobilités entre le public et le privé. C'est en partie lié au conflit d'intérêts. La haute autorité peut dire non à l'emploi dans le privé d'un ancien responsable public. Par exemple, pour les membres du gouvernement qui ne sont pas reconduits dans leurs fonctions, la HATVP peut leur imposer un délai de 3 ans après la fin de leur fonction où ils ne pourront pas exercer dans une entreprise. S'ils le font quand même, ils peuvent s'exposer à des poursuites judiciaires. A noter que depuis le 1er février 2020, la HATVP assure aussi les missions de la commission de déontologie qui a été rattachée. En bref, donc, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique contrôle le patrimoine, la prévention des conflits d'intérêts, la déontologie et les mobilités entre les secteurs publics et privés. Il y a aussi, je le rajoute, la régulation du lobbying. La HATVP fait cela pour les 16 000 responsables publics soumis à la loi sur la transparence. Parmi ces responsables, on trouve notamment les ministres, les eurodéputés, les députés, les sénateurs, les maires des villes de plus de 20 000 habitants ou encore les proches collaborateurs au sein de l'exécutif. Vous voyez à l'image la liste principale de ces responsables publics. Chacune de ces 16 000 personnes remplit 2 déclarations, une sur les intérêts et une sur le patrimoine. Elles le font d'ailleurs 2 fois, une au début et une à la fin des fonctions ou du mandat. Le but, voir s'il y a eu un enrichissement personnel lié à l'activité, ce qui voudrait alors peut-être dire corruption. Les responsables publics ont 2 mois pour faire leur déclaration à la HATVP. Celle-ci va ensuite vérifier ce qui a été écrit et peut-être demander des précisions s'il existe un doute. Ensuite, la déclaration est rendue publique sur internet et en préfecture, vous le voyez à l'image. Et je vous mets le lien avec tous les détails dans la description. Cette déclaration est dépubliée à la fin des fonctions ou du mandat. Si un gros changement intervient dans la situation personnelle qui aurait des conséquences sur la déclaration initiale, il faut faire une déclaration modificative qui elle aussi est rendue publique. C'est le collège de la Haute Autorité qui effectue les vérifications. Il se compose de 13 membres, vous voyez par qui ils sont nommés, dont le président de la Haute Autorité, Didier Migaud, actuellement nommé pour un mandat unique de 6 ans. Alors oui, la HATVP offre plus de transparence, mais ce n'est pas un système parfait. Il peut y avoir de fausses déclarations, des oublis, voire des mensonges. Ne pas déclarer, fournir une évaluation mensongère de son patrimoine
ou omettre une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts est un délit puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Une peine d'inéligibilité de 10 ans peut également être prononcée, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique, et ça, c'est la HATVP elle-même qui le rappelle sur son site. Juste avant de finir, comme on parle beaucoup des ministres en ce moment, la haute autorité demande aussi l'extrait numéro 2 du casier judiciaire qui contient des condamnations sensibles, par exemple celles qui sont liées aux violences sexuelles sur mineurs pour tous ceux qui vont être nommés ministres. Une dernière petite info que vous retiendrez ou pas, tous les ministres, tous les nouveaux ministres, je précise, sont soumis à un contrôle fiscal. C'est Bonjour, chers téléspectateurs. Nous pouvons dire, sans risque de nous tromper, que le Parti congolais du travail, que l'UPADES, que le Rassemblement citoyen, que le RDPS, que le MAR, que le Club 2002 PUR, que l'APC, tous ces partis ne sont pas en conformité avec lui. Et c'est pour ça qu'en 2021, l'expérience de la déclaration de patrimoine qui a été tentée s'est faite dans l'irrespect total des lois réglementaires. Et cela justifie pourquoi, en janvier 2022, Clément Mirassa avait introduit un recours à la Cour constitutionnelle pour faire constater que ce qui se passait n'était pas conforme à la loi. La Cour constitutionnelle lui a donné raison. Il a déclaré que la déclaration de patrimoine devait se faire lors de la prise de fonction et à la cessation de celle-ci. Ça a arrêté la procédure de déclaration de patrimoine. Et ça a permis au gouvernement d'agir et de permettre au Parlement d'amender la loi et d'obtenir la loi 15/2024 de juin 2024, je crois. Et depuis que cette loi a été prise, il n'y a plus de déclaration de patrimoine. Et cette situation est d'autant plus préoccupante, et nous suivons les débats qui se passent actuellement au Sénégal, que la déclaration de patrimoine est une référence suffisamment importante, une activité suffisamment importante pour la transparence, pour la lutte contre l'enrichissement illicite, pour la lutte contre la corruption, pour la bonne gouvernance. Et je peux vous rassurer que depuis, il n'y a plus jamais de déclaration de patrimoine dans notre pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un choix a été fait, comme nous l'avons souvent dénoncé, de protéger les responsables des scandaleux crimes économiques et financiers et de faire en sorte que ces opérations soient arrêtées pour permettre l'enrichissement des dirigeants sans qu'il y ait le moindre contrôle. La haute autorité de lutte contre la corruption qu'on a mise en place s'est rendue véritablement impuissante. Elle n'a aucune action. Et nous sommes dans une situation véritablement préoccupante. Et c'est pour ça que nous ne cessons de revenir là-dessus. Alors, lorsqu'on a procédé sous Colline Makosso I au remaniement de son équipe gouvernementale, elle a été remaniée 2 fois, en septembre 2022 et puis en janvier 2025. Jamais de déclaration de patrimoine. Jamais de déclaration de patrimoine. Et c'est véritablement triste. Ce qui veut dire que et le Premier ministre et les membres composant son gouvernement ne sont pas en conformité avec elle. Et cette situation est véritablement préoccupante. Cette situation est véritablement préoccupante. Elle est d'autant plus préoccupante pour le Premier ministre que là, selon l'article 101 de la Constitution, c'est le Premier ministre qui doit assurer l'exécution des lois. Et au Congo, les personnalités qui sont chargées d'exécuter les lois
ne sont elles-mêmes pas en conformité avec la loi. Ce qui nous permet de dire que c'est véritablement une situation dramatique. Mais au-delà de ça, il y a eu ce que l'on appelait la reconnaissance des partis politiques. Qu'est-ce que ça signifie, la reconnaissance des partis? Mais chaque année, semble-t-il, ou quand il le veut, les gouvernants font prendre des textes pour déclarer ou pour reconnaître un certain nombre de partis. Cela a été fait en 2018 avec le ministre Raymond Stéphane. Ça a été fait par un arrêté en 2020. Ça a été fait par un arrêté en 2025. Et figurez-vous, la situation est d'autant plus préoccupante que l'on déclare ou on reconnaît des partis qui ne sont pas en conformité avec la loi. Et assez souvent, on a attiré l'attention. En fait, ça ne s'explique pas quoi. Il semble que ce pouvoir qui tient à se maintenir coûte que coûte, qui tient certainement, qui a déjà changé la Constitution, qui pourrait certainement envisager de la changer encore pour demeurer au pouvoir, en dépit des résultats, nous dirons, médiocres, des résultats qui ne sont pas brillants. Et ils se sont constitués comme un groupe d'un certain nombre de partis politiques qui les soutiennent, qui ne sont pas souvent en conformité avec la loi, mais qui leur permettent d'organiser des concertations et de faire un certain nombre de choses. De faisant, qu'est-ce que le pouvoir fait? Ils excluent du jeu et de l'animation politique de notre pays certaines personnalités ou certains partis politiques qu'ils redoutent et qu'ils ne veulent pas voir dans les débats. Alors, ce qui fait sourire assez souvent, c'est que vous avez une situation dans laquelle des personnalités qui ne sont pas en conformité avec la loi excluent des personnalités qui sont parfois et souvent en conformité avec la loi. C'est vraiment le monde à l'envers. On ne sait pas où est-ce qu'on va et on ne sait pas ce qui se passe réellement. Alors, cette façon de faire a fait apparaître deux faits extrêmement importants. Deux faits. Le premier fait, c'est celui que je vous ai dit, l'exclusion de certains acteurs et de certains partis politiques. Le deuxième fait, mais c'est la découverte de ce que l'administration publique congolaise n'est pas neutre. Elle est partisane, elle est partiale. Et on ne peut pas aller à des élections libres, démocratiques, transparentes et crédibles avec cette administration. Cela n'est véritablement pas possible. Cela n'est véritablement pas possible. Et vous avez vu, on a vu la dernière élection. Nous pouvons déjà vous signaler, vous le savez, que le 16 avril 2026, le président de la République, le 16 avril 2026, le président de la République a prêté serment alors qu'il n'était pas en conformité avec la loi. Il ne l'était pas avant la prestation, il ne l'était pas pendant la prestation, il ne l'était pas après la prestation. Puisque pour essayer de vous rafraîchir la mémoire, l'article 55 de notre Constitution dit clairement que tout citoyen élu ou nommé à une autre fonction est tenu de déclarer son patrimoine lors de sa prise de fonction et à la cessation de ses actes. Et au-delà du fait du président de la République, on peut essayer de regarder quelle était la situation du gouvernement au lendemain des élections. Alors, au lendemain des élections, qu'est-ce qui s'est passé? Après que le président de la République ait prêté serment le 16 avril 2025, le Premier ministre a démissionné le 17 avril 2026. Il a été reconduit le 23 avril et le 24 avril, une nouvelle équipe a été composée. Ce que l'on constate et que l'on peut dire clairement, le 17 avril, lors de sa démission, le Premier ministre n'a pas fait de déclaration de patrimoine. Le 23 avril, après sa reconduction, il n'a pas non plus fait de déclaration de patrimoine. Et ça n'a pas duré. On a considéré d'ailleurs, comme il était reconduit, que sa prise de fonction était tacite. Et les ministres qui ont été nommés le 24 avril devaient faire leur passation de service entre le 27 et le 29 avril. Ce qui veut dire qu'au sortir de cette période, une nouvelle fois, on a constaté que le Premier ministre n'était pas en conformité avec la loi.
que les membres composant son gouvernement n'étaient pas en conformité avec la loi, que les partis des membres qui composent son gouvernement n'étaient pas en conformité avec la loi. Et que dit la loi dans ce cas? Surtout que l'on peut dire clairement qu'il y a eu violation de l'article 50 de la Constitution qui dit que tout citoyen a le devoir de se conformer à la Constitution et aux lois et règlements qu'il a. Il y a eu violation de l'article 55 qui dit que tout citoyen élu ou nommé à une fonction est tenu de déclarer son patrimoine. Et enfin, il y a eu violation pour le Premier ministre de l'article 101 qui dit clairement que le Premier ministre doit assurer l'exécution des lois. Et pour les partis politiques qui composent son gouvernement, je ne vais, pendant l'émission, je ne vais pas cesser de les rappeler assez souvent. Dans ce cas précis, il s'agit de quoi? De quel parti? Il s'agit du PCT, de l'UPADES, du Club 2002 Pur, du Rassemblement Citoyen, de l'APC, du MAR. Et j'ose espérer que je n'en ai pas oublié. Tous ces partis ne sont pas en conformité avec la loi. Et que dit la loi congolaise dans ce genre de situation? L'article 31 de la loi 20-2017 du 12 mai 2017 dit clairement qu'en cas de violation des lois en vigueur par tout parti ou groupement politique, le ministre chargé de l'administration du territoire suspend par voie d'arrêté le parti concerné et procède à la fermeture provisoire de ces. Alors là, ça devient intéressant. Mais parce que nous avons suivi la déclaration du nouveau ministre de l'Intérieur qui est chargé donc de l'administration du territoire, qui, en prenant son service, avait dit clairement qu'il est allergique aux antivaleurs, qu'il est vraiment, vraiment pour le respect de l'autorité de l'État. Et les gens, les Congolais ont les yeux tournés vers le nouveau ministre de l'Intérieur et de la décentralisation pour s'interroger pourquoi dans ce cas cette sanction ne s'applique pas à ceux qui ont violé la loi. Que se passe-t-il exactement? Que se passe-t-il exactement? Alors, nous avons continué et nous sommes arrivés à la présentation du programme d'action du gouvernement. Cette présentation a eu lieu le 22 juin, en dehors des délais constitutionnels, parce que l'article 103 dit clairement que c'est à sa prise de fonction que le Premier ministre est tenu de présenter son programme d'action à l'Assemblée nationale. Pourquoi ce manque de respect de la loi? Pourquoi ces violations permanentes, de façon flagrante, dans l'impunité totale? Et vous voyez, quand nous disons que le gouvernement a perdu sa crédibilité, il s'agit bien de ça. Alors, quand je prends le programme d'action du gouvernement que j'ai sous les yeux, le Premier ministre commence par dire qu'il respecte une disposition constitutionnelle. En fait, il ne l'a pas respectée puisqu'il n'a pas présenté son programme d'action au moment de sa prise de service. C'est déjà un élément. Et lorsque on fait tout ce programme, lui-même il déclare que dans les prochains jours, il va s'acquitter d'une autre tâche. C'est d'aller près de la Cour suprême pour déclarer son patrimoine, conformément à l'article 55 de la Constitution. Mais s'il devait se conformer à l'article 55 de la Constitution, c'est le jour de la prise de fonction qu'il devait déclarer son patrimoine. Pas plusieurs jours après, puisqu'il a déclaré, il a fait sa présentation le 22. Alors, quand on remarque cela, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que c'est une reconnaissance de ce qu'il est en situation inconfortable, en situation qui ne lui a pas permis de déclarer son patrimoine. Mais c'est une question de volonté, pas de volonté seulement du Premier ministre, mais de volonté du système. Et en fait, le disant
dans son programme d'action du gouvernement, il reconnaît en fait qu'il n'est pas en conformité avec la loi. Et il ne le sera pas, puisque la déclaration de patrimoine se fait au moment de la prise de fonction. Et le faisant, il reconnaît qu'il n'est pas conforme à la loi. Il reconnaît que les membres de son gouvernement ne sont pas conformes à la loi. Il reconnaît que les partis membres de son gouvernement ne sont pas en conformité avec la loi. Question, que faisons-nous? Que faisons-nous? Parce que ce que j'ai omis de dire quand j'ai parlé de la reconnaissance des partis, c'est que nos partis, le mien, je le considère comme conforme, mais il subit les effets un peu de ceux qui veulent nous exclure du jeu et de l'animation politique. Mais le préfet, directeur général de l'époque, nous avait invité à une réunion le 12 juillet 2025 pour nous dire exactement ceci. Vous n'êtes ni suspendu, ni sanctionné, ni blâmé. Tout ce qu'on vous demande, c'est de tout mettre en œuvre pour être en conformité avec la loi. Et quand nous voulons, soi-disant, essayer de suivre ce qu'il voulait dire, c'est-à-dire qu'il fallait qu'on aille obtenir des récépissés départementaux, tout ça. Mais quand on y va pour essayer d'accomplir cet acte, on nous dit, vous n'êtes pas sur la liste des partis. Jeu politique est véritablement monté. Et c'est véritablement dommage. C'est véritablement dommage qu'on puisse se comporter comme ça dans cet état d'esprit au niveau où nous sommes et de laisser dommage. Mais ce que je n'omettrai pas de vous dire, c'est que le 12 juillet 2025, lorsque nous avons été à cette réunion, j'ai personnellement posé une question au préfet directeur général de l'administration du territoire. Et cette question est simple. Vous ne nous avez pas reconnus, mais nous vous donnons l'information. Le président de la République n'est pas en conformité avec la loi. Le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. Que faisons-nous? Que faisons-nous? Et à partir de ce moment, nous sommes bloqués. Maintenant, continuons toujours à faire les commentaires sur le manque de crédibilité du gouvernement à travers le programme d'action du gouvernement. Et le Premier ministre s'est permis de dire qu'on démarre ce mandat avec des facteurs économiques favorables. Et parmi ces facteurs favorables, il a parlé de la dette. Mais avant de parler de la dette, je dois dire au Premier ministre qu'on ne peut pas accepter son indifférence. On ne peut pas accepter qu'il ait une mauvaise appréciation de la situation. Le Congo va mal, très mal. Et les Congolais sont dans la souffrance, dans la misère. Dire qu'on commence le mandat avec des facteurs économiques favorables, c'est faux. Déjà, vous voyez, et je vous ai donné des indications sur le nombre de mois des arriérés, des pensions des retraités. Plus de 4 ans. On peut se poser la question, comment font-ils pour vivre? On peut se poser la question, pourquoi la dépense relative au paiement des pensions des retraités n'est pas prioritaire, puisqu'il s'agit des personnes qui ont rendu des loyaux et bons services, mais qui ont cotisé. Donc, c'est un engagement qui a été pris. Et le paiement de la pension chaque mois devait être pratiquement. Mais au-delà de ça, dans son programme d'action du gouvernement, le Premier ministre a déclaré que, s'agissant de la dette, qu'elle était de 111,1% en 2020 et qu'elle est descendue en 2025 à 92,46% du PIB, et il en a déduit que la dette a diminué. Faux, la dette congolaise n'a pas diminué. Et ça fait d'autant perdre la crédibilité du gouvernement. En 2017, le gouvernement avait été rattrapé parce qu'il avait déjà caché une partie importante de la dette au Fonds monétaire international. Et vous savez qu'à l'heure actuelle, c'est un problème qui est en débat au Sénégal, où des responsabilités seront certainement établies. Mais au Congo, silence radio. Silence radio, on en parle. Alors, pourquoi nous revenons sur ce problème? Nous tenons à dire qu'en termes de valeur absolue, la dette du Congo, à fin décembre 2020,
était de 6 596 milliards de francs. 6 596 milliards de francs. En décembre 2027, cette dette était de 943 milliards, une augmentation représentant 35%. Comment le Premier ministre du Congo peut se permettre au moment où il annonce qu'ils vont être pratiquement en négociation, où ils sont en négociation avec le Fonds monétaire, il peut dire que la dette a baissé. Et il faut rappeler qu'en 2023, il s'est retrouvé en mission en France et il avait déclaré que cette dette à l'époque, il avait contesté qu'elle n'était pas de 98%, 91%, je crois, si mes souvenirs sont exacts, et qu'il se battait pour que la ramener à la norme communautaire de la CEMAC qui est de 60%. Où en sommes-nous? Et je vous donne l'information que si elle était de 8 943 milliards à la fin décembre 2025, en mars 2026, elle a été de 9 227 milliards. Donc, en grande augmentation. Et en fin mai 2026, elle est de 9 483 milliards, représentant 98% de notre produit intérieur brut, alors que la norme communautaire est de 70%. Vous voyez bien qu'il y a un manque de crédibilité, un manque de transparence qui fait qu'on ne peut pas accepter et on ne peut pas tolérer ce genre de situation qui, à notre avis, est extrêmement grave. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on suit, on regarde et on essaie de suivre pour se dire où allons-nous? Où allons-nous? Les facteurs qui ont été présentés comme des facteurs favorables ne le sont pas. Et nous sommes dans l'obligation de dire malheureusement que cela fait perdre la crédibilité au niveau de l'opinion nationale, au niveau de l'opinion internationale, en se disant que cherche le gouvernement? Que cherche le gouvernement? Alors, au-delà de ça, lorsqu'on a abordé le problème, on peut regarder par rapport à l'élection. Et ce manque de crédibilité est préoccupant. Pourquoi? Déjà, toutes les élections qui se sont déroulées en 2002 se sont déroulées dans l'irrespect total des lois et règlements. D'aucuns me diront, mais pourquoi vous revenez toujours sur cet aspect? Mais parce qu'on ne peut pas continuer sur cet aspect. On ne peut pas continuer sur cet aspect. Je ne cesse de dire que le Parti congolais du travail n'est pas encore formé avec la loi. Mais c'est le Parti congolais du travail qui a la maîtrise de l'organisation des élections. Les préfets, les sous-préfets, les administrateurs, mais sont des membres du PCT, sinon des partis alliés au PCT. Le président de la République ne peut pas être président du Parti congolais du travail. Et le président du Parti congolais du travail ne peut pas organiser des élections libres, démocratiques, transparentes, et autres. Et sur ce volet des élections, justement, puisqu'il y a des voix qui s'élèvent ici et là pour en parler, évoquant cela déjà, la projection, c'était non, des élections législatives, des élections locales et probablement des élections sénatoriales. Mais il faut dire que la loi, modifiant la loi électorale qui a été adoptée en décembre 2025, pose d'énormes problèmes. Parce que le découpage électoral qui a été retenu, nous nous sommes posé la question, toujours revenant à cette notion de crédibilité du gouvernement. Comment le gouvernement a pu proposer un texte qui malheureusement également est passé au Parlement, mais à travers lequel les critères pour le découpage électoral ne sont pas clairs. Et on arrive à une situation où on peut prendre quelques petits exemples.
Madibou, avec 272 000 habitants, ne représente qu'une circonscription. Poto-Poto, avec 84 000 habitants, a 3 circonscriptions. Sur la base de quels critères? Les Congolais posent la question au gouvernement, surtout au gouvernement, sur la base de quels critères ce découpage a été réalisé. Lorsqu'on prend Filou qui a 387 000 habitants, Wenze qui a 183 000 habitants, moins de la moitié de l'habitant de l'arrondissement. Mais comment expliquer que Wenze a 4 circonscriptions et que Filou, qui a pratiquement le même niveau de population que Talanga, puisque Talanga a 390 000 habitants, Talanga, Filou en a 387. Comment expliquer que Wenze a 4 circonscriptions et Mfilo en a 2, au même titre que Bakongo qui n'a que 84 000 habitants. Et on peut faire le même raisonnement pour l'arrondissement Lumumba à Pointe-Noire. On peut faire le même raisonnement pour l'arrondissement Mongopoukou à Pointe-Noire, qui a 287 000 habitants, une circonscription, alors que l'arrondissement Lumumba, avec 132 000 habitants, a 3 circonscriptions. Mvumvu, avec 76 000 habitants, a 2 circonscriptions. Quel scandale! Alors, au-delà de ça, et là, je m'adresse particulièrement au Premier ministre, je crois qu'il a dû entendre les voix lors de la dernière élection présidentielle, sur laquelle je ne reviendrai pas sur les commentaires, mais il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Il a entendu les voix s'élever pour dire que les conditions permissives pour la tenue d'une élection libre, équitable et transparente n'étaient pas réunies. Et depuis, qu'est-ce qu'on a fait? On a suivi dans les derniers changements, sinon nominations qu'il y a eu il n'y a pas très longtemps. Il semble que le directeur ou le préfet directeur général de l'administration du territoire a été relevé. Il semble que le directeur général des affaires électorales a été relevé. Alors que dans la projection, notamment en se référant sur les recommandations qui ont été faites à Evo en 2011, il avait été recommandé l'élaboration par le gouvernement d'un timing des opérations préélectorales et électorales pour éviter la précipitation. Ce timing devrait être prêt pour toutes les élections, c'est-à-dire élections législatives, élections locales, élections sénatoriales, même les élections présidentielles qui seraient prévues en 2031. Où en sommes-nous? Nulle part. Rien n'a bougé. Les conditions permissives pour la tenue d'une élection libre, démocratique, transparente et crédible et apaisée ne sont pas réunies. À cela, je n'ajouterai pas l'aspect de la mise en place d'une commission nationale électorale véritablement indépendante. Je ne parlerai pas de la biométrie, puisque depuis longtemps, et à Ouganda en 2022, on avait dit que la biométrie ne serait pas mise en œuvre pour l'élection locale, législative, pour les élections législatives et locales, mais elle sera mise en place pour les présidentielles. Mais elle n'a pas été mise pour les prochaines. Il y a vraiment un problème qu'il faut résoudre. Donc déjà à ce niveau, quand nous regardons le programme d'action du gouvernement, nous constatons qu'il y a un certain nombre de choses qui ne font que confirmer le manque de crédibilité de ce gouvernement. Un choix qui a été fait pour les droits de la force et pas la force du droit. Un choix qui a été fait pour le maintien coûte que coûte au pouvoir. Et c'est véritablement démarché, c'est véritablement fait. Mais nous allons continuer notre démarche, notre raisonnement. À partir de ce que nous avons vu, nous avons suivi, en termes de questions, séance de questions orales au gouvernement, cette séance qui s'est passée au niveau du Sénat. Et nous avons été préoccupés par un certain nombre de points, mais nous n'allons pas revenir sur tous les points. Nous allons en sélectionner 3 que nous jugeons extrêmement importants. Le premier point, une question a été posée au Premier ministre, celle de savoir pourquoi la loi de finances 2023, qui a été promulguée en décembre 2025, loi de finances pour 2026, qui a été promulguée en décembre 2025,
n'a pas toujours été publié au journal officiel. Et quand on fait le décompte de mois, ça faisait 8 mois. Alors le Premier ministre s'est lancé dans une explication où il disait qu'il y avait des corrections. 8 mois pour des corrections à faire, des chiffres, des confrontations, etc. Et il a rassuré. Malheureusement, nous autres aussi, nous avons fait des recherches. Et les recherches que nous avons faites nous ont donné des surprises. Parce que nous avons découvert à travers des journaux officiels que la loi des finances pour l'année 2026 a été promulguée le 31 décembre 2025 et elle a été publiée au journal officiel à travers une édition spéciale, édition 3/2026 du lundi 5 janvier 2026. Alors nous, on s'est posé la question, mais on a eu la preuve de ce qu'il y avait un problème de fonctionnement au niveau des institutions. Le Sénat ne pouvait pas, un sénateur ne pouvait pas poser cette question, puisque j'ai ici le texte du journal officiel, dans lequel c'est la loi numéro 42 du 31 décembre 2025 portant loi des finances, et ça a été publié dans le journal, dans une édition spéciale du journal officiel. Donc le Premier ministre du Congo ne sait pas que la loi de finances 2026 a été publiée dans une édition du 5 janvier 2025, donc de la première semaine de l'année 2026, je dis, donc dans la première semaine de l'année 2026. Les sénateurs ne le savent pas. Le chef du gouvernement ne le sait pas. Et il est rentré dans une explication pour dire qu'on était en train de réajuster les chiffres, etc. Mais le gouvernement a perdu sa crédibilité. Le gouvernement a perdu sa crédibilité. Et moi, je suis surpris que depuis que le Premier ministre a donné cette réponse, mais que le ministre des Finances ne soit pas apparu pour redresser cette situation. Et on a la confirmation. Non pas seulement que le gouvernement perd sa crédibilité, mais que le pays va mal, très mal. Le pays va mal, très mal. Et comment l'information ne circule pas? Et comment le Premier ministre n'est pas au courant de ce que la loi des finances a été promulguée? Non, c'est véritablement dommage. C'est véritablement dommage. Alors, le deuxième point sur lequel nous voulons également nous attarder, une question a été posée au Premier ministre sur l'harmonisation de la valeur du point d'indice pour les retraités. Parce que beaucoup de retraités touchent leur pension à la valeur du point d'indice 160. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gouvernements successifs qui se sont succédés n'ont pas respecté la loi. Et avant de parler justement des textes qui existent en la matière, je vais revenir pour essayer de préciser aujourd'hui quels sont les problèmes des retraités. Les retraités ont une situation de près de 52 mois d'arriérés de pension. Et sur les 52 mois d'arriérés de pension, figurez-vous qu'il y a le mois de mars, le mois d'avril, le mois de mai, le mois de juin et le mois de juillet 2026. Et nous avons attiré l'attention très tôt des gouvernements en leur disant que les 67 milliards qui avaient été prévus dans le budget 2026, si on retient l'hypothèse qu'il fallait 13 ou 14 milliards pour payer la pension, ne pourrait couvrir que 4 ou 5 mois. Et il est inacceptable pour le Premier ministre d'adopter un budget dans lequel on prévoit de ne payer que 5 mois de pension. Et nous avons intervenu à plusieurs reprises qu'il fallait se baser sur la jurisprudence de l'année 2022 avec l'expérience de Rigobert Roger Andély. Qu'est-ce qu'Andély avait fait? Mais Andély avait profité de ce qu'il y avait eu une loi de finances rectificative pour l'année 2022, mais pour introduire une notion de complément de retraite qui avait permis que pendant toute l'année 2022, que tous les mois soient payés à temps.
Alors, je pose la question au Premier ministre, puisqu'il ne semble pas, selon moi, avoir la maîtrise de cette question. Dans la loi des finances rectificatives 2026, je n'ai pas vu qu'elle est déjà promulguée. Est-ce que vous avez prévu ce complément de pension? Et si vous ne l'avez pas prévu, c'est grave. Pourquoi? Mais parce que si vous avez procédé à l'élaboration d'une loi rectificative, mais c'est parce que vous avez constaté qu'au premier trimestre de l'année 2026, les prix moyens des hydrocarbures du Congo se sont situés à 79 $. Et au deuxième trimestre, ils se sont situés à 98 $. Ce qui vous a permis de passer avec le budget rectifié, mais vous êtes passé avec le budget sur la loi initiale qui était de 2550 milliards, mais à 2778 milliards. Et vous n'allez pas faire croire aux Congolais que, en faisant évoluer ce budget de pratiquement 228 milliards, que vous n'avez pas pris en compte les retraités. Pourquoi avez-vous choisi de faire souffrir les retraités? Le paiement des pensions des retraités devait être une dépense prioritaire au niveau budgétaire. Non pas seulement parce qu'ils ont rendu des bons et loyaux services, mais parce qu'ils ont cotisé. Et cette cotisation témoigne d'un contrat, d'un engagement qui a été pris avec l'État. Et on ne peut pas accepter que l'État profite de ce que l'on déclare, que les retraités sont des serpents sans venin, pour les maltraiter, pour les pousser au génocide, pour faire en sorte que chaque mois, il y en ait énormément qui meurent. Alors le Premier ministre, avec beaucoup d'arrogance, il prend la parole pour dire que la valeur du point d'indice, le gouvernement ne peut pas mais le gouvernement ne peut pas remettre cette disposition en cause, parce qu'il s'agit de l'application d'un décret. Il s'agit de l'application d'un décret. Et depuis 2011, date, année au cours de laquelle Anatole Kolomé-Makosso, le Premier ministre, est rentré au gouvernement, le gouvernement viole la loi. Le gouvernement viole la loi. Et ce n'est pas du tout acceptable. Parce que si je prends un des textes que je devrais avoir sous les yeux, mais il est dit clairement que si le traitement des fonctionnaires évolue, la pension et la rente évoluent dans la même proportion. Et j'apprends au Premier ministre que le traitement des fonctionnaires a commencé à évoluer en 2011. En 2011, la valeur du point d'indice est passée de 160 à 200. Et cette valeur du point d'indice est restée à 200 en 2011, en 2012 et en 2013. Mais la conséquence immédiate devait être quoi? Les pensions devaient être automatiquement alignées dans la même proportion. On ne l'a pas fait. Ce n'était pas par manque d'argent. Et moi, je considère que ce n'est pas simple volonté de faire souffrir les retraités. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Par la suite, cette valeur du point d'indice en 2013, à partir du 1er janvier 2013, est passée à 225 jusqu'au 31 décembre 2013. À partir du 1er janvier 2014, elle est passée à 250. Et à partir du 1er janvier, je crois, 2016, du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre, elle est passée à 275. Et à partir du 1er janvier 2017, elle est passée à 300. Elle y est restée jusqu'au jour. Expliquez aux Congolais tous ces différentiels. Pourquoi ça n'a jamais été aligné? Et le Premier ministre vient dire qu'il a fait calculer
l'incidence, c'est 14 milliards par mois, etc. Il semble que lorsqu'on prenait en compte cette évolution de la valeur du point d'indice, ça augmenterait de 2,7 milliards. Mais l'État doit assumer ses responsabilités. L'État doit payer la pension à sa juste mesure. Et quand le Premier ministre dit qu'il n'y a pas de ressources, nous disons au Premier ministre que c'est inacceptable. Monsieur le Premier ministre, vous ne pouvez pas pouvoir gagner 25 millions chaque mois et parler avec arrogance pour dire aux retraités qu'on ne peut pas payer la pension depuis pratiquement 2011 à sa valeur réelle. Et on oublie même, lorsqu'on évoque ce cas, de parler de différentiel. On oublie même de parler de différentiel. Mais monsieur le Premier ministre, vous dites qu'il n'y a pas de ressources. Pourquoi vous hésitez à procéder à la réduction du train de vie de l'État? Quand vous naviguez sur l'Internet, vous ne voyez pas ce qui se passe à travers les autres pays. Au Burkina Faso, pays qui est en guerre, on vient de décider que les députés ne toucheront que les indemnités de session. Tout le reste est supprimé. C'est ça qu'on appelle la réduction du train de vie. Alors au Congo, on mène un certain style de vie. Il y a une toute minorité qui mène un certain style et qui vient dire aux retraités, non, on ne peut pas. Ça veut dire que vous avez choisi de continuer à faire souffrir les retraités, à les voir mourir. Et vous avez organisé une rencontre avec, soi-disant, les syndicats, avec le ministre des Finances, etc. Et le ministre des Finances fait une sortie pour dire qu'il va payer cette semaine 1 mois. Ça signifie quoi 1 mois? Et s'il paye 1 mois, ça serait le 3e mois, c'est-à-dire le mois de mars 2026, qui serait payé en août. Est-ce que vous êtes humain? Et qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi vous avez cette méchanceté? Et on peut continuer comme ça, à évoquer toutes ces situations. Alors, ce qui m'a fait sourire, c'est que la conclusion de votre réunion, c'est de dire que vous allez mettre une commission en place qui va évaluer les effets financiers, les actualiser, tout ça. Mais nous avons suivi au cours d'une mission, je crois, je ne sais pas si c'est le directeur général de la CREF qui disait qu'à la CREF, tout était digitalisé et qu'il suffisait d'appuyer sur un bouton. Mais tout ça est passé où? Tout ça est passé où? Mais vous voulez éviter le vrai problème. Le vrai problème ensuite, c'est lequel que vous avez, puisque nous parlons justement de la perte de votre crédibilité. Le vrai problème que vous avez, c'est que vous ne voulez pas appliquer la loi. Vous ne voulez pas appliquer les textes. J'ai sous mes yeux, j'espère que c'est le bon texte, j'ai sous mes yeux des textes qui disent clairement que chaque année, le directeur général de la CREF doit préparer, élaborer un budget qui doit être équilibré en recettes et en dépenses, qu'il doit soumettre à son ministre de tutelle. Et à son tour, le ministre de tutelle doit le faire adopter par le Conseil des ministres pour que cela soit intégré dans le budget de l'État. Et si vous raisonnez comme ça, les retraités n'auront pas de retard de paiement des pensions. Pourquoi vous voulez éviter cette démarche? Pourquoi tous les gouvernements, depuis que le président Sassou est revenu au pouvoir, refusent d'appliquer ces textes? Ces textes existent. Et nous avons fait nos recherches. Nous avons pu tomber sur le compte rendu du Conseil des ministres de juillet 1994. Et pourquoi nous épinglons ce Conseil des ministres? Mais parce que c'est le dernier Conseil des ministres au cours duquel un Conseil des ministres a examiné le budget de la CREF. Juillet 1994, sous le président Pascal Lissouba. Monsieur le Premier ministre, pourquoi vous n'appliquez pas ces textes? Et je suis surpris que lorsque vous vous êtes retrouvés avec les syndicalistes, que les syndicalistes ne vous aient pas expliqué cette situation, qu'ils n'aient pas fait référence à ces textes. C'est véritablement dommage.
C'est véritablement dommage. Et nous espérons que pour l'année 2025, que votre commission que vous avez mise en place doit se préoccuper de l'élaboration du budget de la CREF pour l'année 2025. Je suppose que la ministre qui est chargée de suivre ces aspects est bien informée. Et nous allons suivre. Nous souhaitons, si la CREF n'a pas les compétences, ben il faut que des compétences soient recrutées, que le point soit fait. Parce que ce que vous dites, vous mettez une commission, etc., ce qu'il nous faut en réalité, ce n'est pas cette commission. Nous avons entendu sur les réseaux sociaux, sur ce qui se dit sur les pratiques dans ces structures, tout ça. Mais c'est un audit global qu'il faut faire, sans complaisance. Vous ayez fait le choix de protéger les responsables des scandaleux crimes économiques et financiers. Mais lorsque vous parlez de l'augmentation des recettes budgétaires, Monsieur le Premier ministre, pourquoi vous ne parlez jamais de la lutte contre la corruption? Pourquoi vous ne parlez jamais de la réduction du train de vie de l'État? Maintenant, ce que vous avez à la bouche, c'est la digitalisation des douanes, c'est la digitalisation des impôts. Oui, mais prenez l'option en termes d'orientation. Tolérance zéro pour la corruption. Tolérance zéro pour les détournements de fonds publics et la fraude. Et si vous avez le courage, mais en réalité, vous n'avez pas ce courage. Tout simplement. Parce que ceux qui sont baignés dans ces scandaleux crimes économiques et financiers sont les dignitaires du Parti congolais du travail, sont les membres du gouvernement et les autres. Et vous ne voulez pas attaquer à ça. Vous avez plutôt fait le choix de faire souffrir les retraités et de faire souffrir les Congolais. Parce qu'au moment où vous tenez votre réunion avec les retraités, mais vous savez que toutes les structures du secteur sanitaire sont en grève et vous ne pouvez pas évaluer les effets en ce qui concerne les conséquences de cette situation. Monsieur le Premier ministre, les textes existent. Prenons-les pour les appliquer. Prenons-les pour les appliquer. Et à notre avis, ça ne devrait pas poser beaucoup de problèmes. Alors, quand je dis ça, je suis vraiment peiné. Je suis vraiment peiné d'entendre souvent les dirigeants dire que nous avons un problème d'argent. Non, nous n'avons pas un problème d'argent. Nous avons un problème qui fait que les gouvernants ont choisi de faire souffrir les Congolais. Pourquoi vous avez choisi de faire souffrir les Congolais? Et il est normal aujourd'hui que je puisse être en souffrance, alors que je touche pratiquement la moitié de ma pension. Je devrais toucher le double de ce que je touche maintenant. Et ça va durer jusque quand? Et vous? Non. Les gouvernants se moquent des Congolais. Ils font des voyages. À une époque donnée, vous avez parlé de ce que les ministres ne devraient plus effectuer les missions. Tous les jours, on les voit en mission. Alors, à notre avis, je crois que c'est vraiment terrible. Et je viens de retrouver justement la page que je cherchais. En termes de ressources, et le texte que j'ai pris là, c'est le décret numéro 87/447 du 19 août 1987. Il est dit clairement, lorsqu'on parle des revenus de la CREF, il est dit clairement qu'en cas d'insuffisance des revenus définis spéciaux, il peut être fait aliénation des valeurs mobilières et des immeubles acquis par la CREF. On ne s'arrête pas là. Le budget de l'État
Monsieur le Premier ministre, il faut bien que vous reteniez les références de ce texte. Le budget de l'État contribuera au budget de la caisse jusqu'à concurrence du chiffre total de ces dépenses. Quand je prends ce décret que j'ai lu, je dis, pourquoi les membres du gouvernement sont méchants? Parce que si vous avez appliqué le respect de cette décret, on n'aurait pas des arriérés. Donc, pour l'année 2020, il faut que vous preniez les dispositions pour l'élaboration par la CREF de ce budget pour l'année 2027, pour que ce budget soit examiné et adopté au Conseil des ministres et pour que les résultats de ce Conseil des ministres soient intégrés dans le budget de l'État. Les références existent. Les références existent et elles sont disponibles, je crois. Maintenant, pour terminer, je vais essayer de vous retrouver l'article 59 d'un autre décret, mais qu'on devrait avoir au niveau de la CREF, puisque c'est la CREF qui est chargée de gérer chaque mois cela. Mais il est dit clairement que lorsque le traitement des fonctionnaires est le traitement, la pension et la rente doivent évoluer dans la même pension. C'est clair et dit. Et c'est un manquement grave pour le gouvernement de n'avoir pas appliqué cette disposition depuis l'année 2011. Et c'est surprenant qu'en 2026, on puisse dire que depuis 2017, ce n'est pas juste. Mais il faut ajuster. L'argent, monsieur le Premier ministre, du Conseil, est de monter une opération coup de poing lutte contre la corruption. Parlez-nous des 14 000 milliards d'excédents budgétaires. Parlez-nous des 9 milliards de la CREF qui ont été détournés au titre des pensions de novembre et de décembre 2016. Parlez-nous des 4 milliards, des 6 milliards plutôt, des bourses des étudiants qui se dissipent chaque année sans jamais laisser des traces. Et parlez-nous d'autres choses. Donc, il ne s'agit pas d'une question d'argent. Il s'agit d'une question de volonté et de courage pour affronter. Et vous ne réglerez pas que les problèmes des retraités, vous réglerez les problèmes des structures, les mairies, le CHU, etc. Et je crois que c'est extrêmement important. Maintenant, l'autre aspect, le deuxième point, sur lequel je ne ferai pas de commentaires, mais qui m'a fait terriblement mal, c'est l'aspect qui a été évoqué de la vente des pièces d'état civil. Je ne ferai pas de commentaires, mais parce que nous découvrons que le ministère de l'Intérieur et le ministère de la décentralisation est un ministère à gros scandale. Et l'un des scandales, au-delà de ce que je peux commenter, mais c'est l'organisation des élections. Et moi, j'ai maintenant la ferme conviction que ce ministère était tellement baigné dans la fraude et dans la tricherie que nous confirmons ce que nous avons toujours dit. C'est-à-dire que depuis le retour du président Sassou au pouvoir en 1997, aucune élection libre, démocratique et transparente n'a été organisée dans ce pays. Et quand j'ai suivi l'actuel ministre de l'Intérieur et de la décentralisation parler comme des réseaux mafieux de ce qui se passe au sein de ce ministère et de constater qu'il n'y a pas d'arrestation, il n'y a pas d'enquête qui soit menée. Et quand il a donné des chiffres, mais ça a perdu le sommeil. 50 000 passeports ont été payés à raison de 50 000 francs de passeport. Encore que dans ce cas de figure, il y a, dit-on, des gens qui ont payé, qui ont versé parfois des sommes de 500 000, 300 000, 200 000 pour avoir des... Et ils ne l'ont jamais eu. 50 000 francs. Alors que les Congolais savent que la production d'un passeport revient à 6 000 francs. Ça veut dire que pour ceux qui ont payé 50 000, ceux qui ont payé les 50 000 là, ils ont versé 2 milliards 500 000. Et l'État, pour la fabrication de ces passeports, devait débourser 300 millions. Un écart de 2 milliards 200 millions. Où va l'argent du Congo? On peut au moins faire les enquêtes et se rendre compte qu'il y a vraiment un système mafieux d'évasion fiscale, un système mafieux de détournement.
de corruption. Et maintenant, le nouveau ministre de l'Intérieur nous a dit qu'il est parti négocier, il y a un stock. Mais est-ce que lorsque vous touchez 2 milliards 500 millions, est-ce que vous pouvez avoir des difficultés et des dettes vis-à-vis de ce? Dans tous les cas, cette affaire de passeport n'est pas claire. Il faut qu'il y ait une enquête qui soit menée sur cette affaire, que l'on sache les tenants et les aboutissants, que l'on sache comment les marchés ont été passés et que l'on sache quelles sont les personnalités qui sont derrière cette affaire. C'est la démonstration claire que les gouvernants ont choisi. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas quitter le pouvoir, parce qu'ils s'enrichissent tellement sur des bases frauduleuses. C'est un enrichissement illicite. Et ils ne veulent pas quitter. Mais ils plongent le Bénin Congo dans la misère et dans la souffrance. Et c'est ça qui est véritablement pénible. Avons-nous l'amour de ce pays? Pourquoi? Alors, c'est pour ça qu'après avoir fait ce tour, je pense avoir été convaincant en disant que tout ce que nous venons de dérouler fait apparaître clairement qu'il y a la perte de crédibilité du gouvernement Anatole Colonel Makosso. Les choses sont claires. Et comme on a dit tantôt, ben on finit par comprendre que le diable se trouve dans les détails. Et je comprends pourquoi on m'interpelle souvent, parce que les gens sont agacés lorsqu'on parle de la question de la non-conformité de l'État. Parce que quand on parle de la non-conformité de l'État, on parle du non-respect de la Constitution, qui est un document sacré, et dans lequel il y a un article 50 qui dit clairement que tout citoyen congolais a le devoir de se conformer à la Constitution et aux lois et règlements de la vie. Je n'ai vu aucun article qui permet au président de la République, au Premier ministre, aux membres du gouvernement et aux autres de ne pas être conformes à la loi et de ne pas respecter la Constitution. D'ailleurs, s'agissant du président de la République, nous allons y revenir au cours d'une prochaine émission. C'est lui qui avait dit, cependant, est vrai le fait que je ne pourrais jamais accepter que la Constitution soit violée. C'est sur tout ça que nous devons débattre. Pourquoi aujourd'hui on tolère que la Constitution soit violée? C'est le président de la République qui, dans son message sur l'état de la nation en 2023, a dit clairement que nos difficultés de l'heure ne doivent pas nous amener à emprunter le chemin hasardeux et dangereux de l'anticonstitutionnel. Monsieur le Premier ministre, expliquez-nous, vous qui avez la responsabilité pratiquement de faire exécuter les lois et règlements de la République, expliquez-nous pourquoi nous sommes dans l'anticonstitutionnalité et pourquoi vous vous plaisez dans cette anticonstitutionnalité. La raison, l'une des raisons est claire. Si vous appliquez la loi s'agissant des partis membres de votre gouvernement qui ne sont pas en conformité avec la loi, si vous appliquez la loi, l'article 31 de la loi 22/2017, ça signifie quoi? Que tous ces partis doivent être suspendus, leurs locaux doivent être fermés. Mais ça veut dire quoi? L'État ne disparaît pas. Il faut convoquer les Congolais à un dialogue national inclusif pour que nous réglions cette question. Et j'entends parfois des gens me dire, non, pour régler ce problème, il faut déclarer tout le monde conforme. Mais tu as violé la loi et tu veux qu'on te déclare conforme? Mais vous ne pouvez pas pousser les gens. Ça, c'est pousser les gens à la fraude, à la tricherie, au vol et au détournement. Vous avez violé la loi, mais vous, la loi doit vous être appliquée. Je crois que les choses sont claires. Alors aujourd'hui, monsieur le Premier ministre, et c'est là que nous allons faire, vous n'êtes pas en conformité avec la loi. Que faisons-nous? Les partis composant votre gouvernement ne sont pas en conformité avec la loi. Ils devraient être sanctionnés. Et je demande à ces partis de se référer à l'article 28 de la loi électorale. Parce que c'est l'article 28 qui dit que ne devraient prendre part aux réunions électorales que les partis légalement constitués. Ça veut dire que lorsque vous n'êtes pas en conformité avec la loi, vous ne pouvez pas prendre part aux réunions électorales. Pour le reste. Maintenant, en ce qui concerne la souffrance des Congolais, elle atteint vraiment un point clinique. Elle atteint un point clinique. Il faut que vous vous en préoccupez. Il faut que vous preniez le courage de lancer une opération coup de poing, lutte contre la corruption. L'Arabie Saoudite, en lançant une telle opération, avait fait
des rentrées extrêmement importantes. Ils n'avaient emprisonné personne. Ils avaient pris les dignitaires, les richissimes hommes du royaume, ils les avaient placés dans un luxueux hôtel et avec interdiction de sortie de l'hôtel. Et ils avaient mission de négocier, mais ils ont fait rentrer dans les caisses du royaume des sommes extrêmement importantes. Au Congo, on peut le faire. Au Congo, on peut le faire. Vous connaissez tous les dossiers. On ne va pas étaler les dossiers. Donc, sortez de ce discours. Vous choquez les Congolais quand vous venez nous dire qu'il n'y a pas d'argent. Et quand on voit votre comportement n'est pas celui d'un pays qui n'a pas d'argent. Pour le reste, je crois que nous aurons l'occasion d'y répondre. Donc, chers téléspectateurs, c'est sur ce point, parce qu'on nous parle de l'accélération de la marche vers le développement. Une question stratégique au cours de laquelle nous pourrions peut-être débattre. Est-ce qu'on peut accélérer le développement dans le respect total des lois extérieures? Et si je pouvais prendre une image, supposez qu'il y ait un ministre qui soit brillant, qui réalise de très belles performances, tout ça. Mais s'il assassine quelqu'un, est-ce qu'on va le laisser parce qu'il est brillant au travail? Non. Il sera jugé. Et s'il doit être condamné, il doit être condamné. Donc, à notre avis, accorder de l'importance à cette situation. Mais il était bon que nous apportons un éclairage aux Congolais sur votre situation, la situation de votre gouvernement, et ensuite ce que vous entendez faire. Parce que vous donnez le sentiment aux Congolais et à l'opinion internationale que vous êtes en conformité avec la loi. Vous avez même déclaré au cours d'une émission, je ne sais plus laquelle, que vos membres du gouvernement déclarent leur patrimoine, ce qui est faux. Je viens d'en faire la démonstration. Donc, soyons sincères, soyons francs. Et sachez que aujourd'hui, les Congolais savent que vous n'êtes pas en conformité avec la loi. Et que proposez-vous, puisque vous voulez accélérer la marche vers le développement? Nous attendons vos propositions et nous sommes prêts à en discuter avec vous. Merci, chers téléspectateurs, pour votre aimable attention. À bientôt. Et nous nous retrouvons à la fin du mois de novembre pour faire une émission. J'ose espérer que nous aurons un thème qui sera extrêmement intéressant. Merci et à bientôt.